Reco. Audio 2096. Bienvenue chez Calreco. Yannick Berger, au départ des trains d'ondes numériques, je vous souhaite une bonne réception des 12 928 mots qui constituent ce podcast. Et oui, j'ai compté. À la réalisation, Stéphane Terris. Et pour ceux qui découvrent Calreco, c'est un podcast, mais pas que. C'est aussi une fiction, un album musical et un spectacle en cours de création. Et pour trouver l'inspiration, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dont les propos m'intéressent, m'interpellent ou me questionnent. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène mon héros du futur, Calreco, qui vit en l'an 2096. Et aujourd'hui, on prend un peu de distance avec la métaphysique, mais nous y reviendrons, vous vous en doutez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre retour dans la 3D, entamé avec notre précédente invitée, Noé Jacomet. Aujourd'hui, nous allons parler médias et politique avec un invité que j'avais envie de recevoir depuis longtemps. L'objet de ces entretiens, c'est d'échanger avec des personnes d'horizons différents, libres dans leurs propos, ouvertes au dialogue et pertinentes dans leur analyse. Didier Maisto coche toutes les cases et nous avons eu le plaisir de le rencontrer dans un appartement d'étudiant à Paris, un appartement que m'a prêté mon ami François, que je salue et remercie au passage. On peut qualifier, je pense, le discours de Didier Maisto de discours de gauche. À gauche, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, c'est juste un panneau indicateur pour dire qu'on est plus humaniste que cynique, plus humaniste que transhumaniste. Didier Maisto est plutôt actif sur X. Je le suis avec intérêt. Ce que je trouve pertinent, c'est son positionnement affranchi, courageux, beaucoup de recul et des points de divergence avec un certain discours politique prudent et balisé qui du coup le range parfois dans la case conspirationniste, ce qui de nos jours est plutôt bon signe. Alors, Didier Maisto, je suis né à Toulon le 19 juin 1966. J'ai fait des études littéraires, Hippocagne, maîtrise de lettres modernes et juridiques en parallèle. Et j'ai toujours été attiré par les médias et par la politique, en fait. Je savais pas trop entre les deux. Pour moi, c'était un peu la même chose, en tout cas, s'occuper des affaires de la cité, questionner. Je suis toujours curieux. En fait, tout m'intéresse. Et mon grand drame, c'est d'essayer de serrer les choses. Parce que tu ne peux pas tout faire à fond, donc il faut faire des choix. Et donc, j'ai décroché un stage au Figaro, c'était en 88. Et je me suis accroché, j'y suis resté. J'habitais à Toulon à l'époque, j'ai fait mes études à Aix et à Toulon. Et j'y suis resté et je suis devenu reporter, puis grand reporter, pendant 5-6 ans, à l'époque où c'était un peu la fin du paradis perdu, quoi, de la grande presse. Il y avait encore des moyens, un petit peu. On était à mi-chemin, à cheval entre deux époques. C'était le début de l'informatisation. Moi, quand je suis parti, c'était le début des ordinateurs dans les rédactions, quoi. Le Figaro était un peu en retard par rapport à d'autres, mais quand même. Et je faisais quand même pas mal de voyages, quoi. J'ai fait l'Asie, l'Australie, les États-Unis, l'Europe. Et je partais, on pouvait partir 15 jours à l'époque. C'était encore du terrain. On partait pour un sujet, j'en ramenais 3 ou 4. On était logés, on avait des défraiements. On n'était pas super bien payés, mais disons qu'il y avait... En tout cas, même si on n'était pas très bien payés, les journaux mettaient encore des moyens pour faire du journalisme de terrain. C'était aussi le début des agences photo qui ont tué en fait la presse magazine. C'est-à-dire, ils vendaient des reportages clés en main et on les retrouvait partout.
Et puis, du coup, avec le début de l'Internet, je dirais que la presse magazine, un peu tout terrain comme ça, grands espaces, n'a plus trop de sa place. Parce que tout était simple sur Internet. Donc voilà, j'ai vécu ce moment-là. Ensuite, j'ai quitté pour... J'avais rencontré quelqu'un aux antipodes de la France, en Australie justement, qui était conseillère régionale à l'époque. Elle m'a dit, écoute, moi je fais la campagne pour les législatives. Je dis, bah, moi ça m'intéresserait de bosser à l'Assemblée. Voilà. Et puis elle a été élue 2 mois plus tard. Elle m'a rappelé et elle m'a dit, moi j'ai mon équipe, mais j'ai mon voisin de circo, si ça t'intéresse, il cherche quelqu'un. Bon, ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie, disons. Mais voilà, j'ai bossé à l'Assemblée nationale. Je m'étais déjà engagé un petit peu en politique avec Philippe Séguin, puisque j'étais absolument contre, et je pense que l'avenir nous a donné, hélas, raison, contre l'Europe de Maastricht, parce que il suffisait de lire les textes, ce que peu de personnes font en fait. C'est assez rébarbatif, c'est assez long, c'est pénible, mais il faut lire les choses. Et donc, j'ai eu la chance à cette époque de bosser avec Séguin. Donc c'était sympa, on a créé un petit parti politique qui s'appelait le RAP, Rassemblement pour une autre politique. Et j'ai fait la campagne de Chirac, celle qui lui a permis d'arriver à l'Élysée. Là, donc, on est en mai 95, mai-juin, je dirigeais une campagne municipale aussi à Villeurbanne. On m'a proposé, quand Chirac a gagné, de diriger le service de com de l'Élysée. J'ai refusé parce qu'il avait nommé Juppé Premier ministre. Ça me semblait antinomique. Et j'ai dit, attends, on a fait toute la campagne. Finalement, sur une problématique sociale, avec Todd qui était arrivé, qui a été décisif sur... on se souvient de cette campagne, manger des pommes, là, réparer l'ascenseur social. Ça allait chercher dans le vieux fond républicain à une époque où, sans doute, on pouvait encore agir de manière concrète et pertinente sur les événements. Et donc, Juppé nommé, je dis, bon, moi, bye bye. J'ai quitté et je suis parti dans le privé. Voilà. Dans le privé, donc, j'ai rejoint un grand groupe fiducial où j'ai fait plus différents postes, direction des relations avec les pouvoirs publics, direction de la com, un peu, enfin, tout ce qui était un peu immatériel, on va dire, le baromètre des très petites entreprises pour faire justement reconnaître les très petites entreprises en France. C'était un peu l'objet du truc, faire connaître la boîte fiduciale, mais aussi, à travers elle, toutes ces petites boîtes qui sont le tissu français, en fait, parce que la France est un pays de très petites entreprises. Il y a, 50 boîtes de plus de 5000 salariés en France. Tout le reste, ça va du type 0 salarié qui s'emploie lui-même à 19 salariés, c'est les TPE. Ça, c'est 96% des entreprises. Si on rajoute les PME, c'est 99% des entreprises. Donc, quand on entend aujourd'hui les hommes politiques, qui soient de droite ou de gauche d'ailleurs, parler de l'entreprise, on voit que, d'abord, ils n'ont jamais travaillé. J'avais dit, ils n'ont jamais travaillé. Et puis, ce qui est valable pour une très grande entreprise, une multinationale, n'a aucune espèce de pertinence pour les très petites entreprises. Donc voilà, j'ai essayé de bosser à ça, de faire reconnaître ce fait TPE, les artisans, les gens qui s'emploient eux-mêmes, etc. Et puis, de fil en aiguille, on a créé une filiale média que j'ai dirigée, présidée, où on a d'abord racheté des sites internet et Lyon Capital, qui était un hebdomadaire lyonnais que j'ai transformé en mensuel, qui était un beau succès, Lyon Capital, puisque c'était un peu sur dos carré, papier glacé, faire des enquêtes et remuer un peu le microcosme. Et puis en 2012, on a racheté une radio qui était tombée en désuétude, Sud Radio, qui est l'une des 4 chaînes, enfin des 4 radios généralistes nationales françaises. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres. Donc ça me paraissait intéressant de revêtir les habits du mainstream
et de faire du débat, en fait. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Sud Radio, c'est-à-dire d'avoir des gens très opposés, mais ou des gens qu'on n'entendait pas ailleurs, en relation avec des attentes populaires, et faire du débat autour de ça. Puis évidemment, ça a bien cartonné, puisque comme tout le monde dit la même chose, il suffit de dire des choses un peu différemment pour que... Voilà. Didier Maisto fait partie des personnalités qui ont accompagné le mouvement des Gilets jaunes. C'est même inscrit sur sa fiche Wikipédia, c'est donc vrai sans aucun doute possible. Au même titre que François Boulot ou Juan Branco, il a donc suivi le mouvement pendant des mois. Ce moment dans son parcours s'inscrit, semble-t-il, comme un marqueur important pour lui. Et donc, ensuite, il y a eu les Gilets jaunes, évidemment. Et on a été les premiers à recevoir Priscilla Ludowski, par exemple, à Sud Radio. Moi, je suivais ça comme tout le monde. Puis, j'avais entendu ce qu'on reprochait au début du mouvement à ces gens. On leur disait, mais c'est des antisémites, c'est des racistes, etc. Moi, j'ai vu une nana black... avec un discours vraiment qui venait de loin. Et je me suis dit, ah bon, si c'est ça, une antisémite, une raciste, alors avec une fibre écolo très forte, mais intelligente, quoi. Une réflexion avancée sur la démocratie participative. Je me suis dit, il faut que j'aille voir, quoi. Et donc, j'ai pris mon iPhone, je suis allé voir. Je voulais voir une fois, et puis en fait... Et j'étais happé par le mouvement, et j'ai suivi, filmé tous les actes, dénoncé ce qui s'y passait, quoi, en termes de violence, notamment de violence d'État, d'instrumentalisation de la violence. Parce qu'au début, je dirais, il y a eu une phase de surprise, y compris de la part des Gilets jaunes. Parce que il y a eu une pétition, les mecs sont sortis dans la rue, des milliers de gens partout, ils étaient les premiers surpris. Surprise des pouvoirs publics, notamment à l'acte 3, là, bon, où tout a un peu failli basculer. On se souvient tous des ministères de l'Arc de Triomphe et compagnie. Et je pense que les Gilets jaunes n'avaient pas conscience de la force qu'ils représentaient. Et ça, c'était la première phase. Deuxième phase, il y a eu... ils ont essayé de répondre, les pouvoirs publics, dans l'urgence. Et puis, troisième phase, avec le départ du préfet, son remplacement, notamment par l'allemand. Une phase vraiment d'instrumentalisation de la violence, d'utilisation de la violence avec des NAS, faire dégénérer les manifs, pour montrer que les gens étaient violents, utiliser la violence d'État pour terroriser, avec beaucoup d'éborgnements, y compris des gens qui sont morts, comme à Marseille, Redouane, bon, par le jet d'une grenade lacrymogène, alors qu'elle fermait ses volets à un étage plutôt élevé, quoi, voilà. Donc, j'ai voulu être au cœur du mouvement pour décrire de l'intérieur ce qui s'y passait, voilà. Et je pense qu'on était les seuls à faire ça. Il y avait une autre chaîne qui le faisait, c'était RT France. Et évidemment, entre la guerre en Ukraine, le fait qu'elle ait donné la parole aux Gilets jaunes, et même qu'elle était dès le début dans le collimateur, puisque Macron, quand il a été élu, il avait accusé les Russes d'avoir interféré dans sa campagne, enfin, un certain nombre de fantasmes, voilà. Et donc, sans aucun fondement légal, cette chaîne a été interdite alors qu'elle respectait stricto sensu sa convention avec le CSA devenu Arcom, ce qui est un précédent unique dans l'histoire de l'Union européenne, qui ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque depuis le 25 août, avec le Digital Services Act, qui est plutôt une façon de bomber le torse, parce que je vois pas bien comment ils vont faire. Mais en tout cas, on s'attaque au thermomètre, on s'attaque à l'outil, parce que quand ça va pas dans la doxa des pouvoirs publics et des pouvoirs en général,
parce que je trouve que les organismes et les structures, les superstructures au-delà de la nation, quoi, elles sont quand même ouvertes à tous les vents et à tous les lobbies. Hein. Quand on voit, par exemple, même ne serait-ce qu'Ursula von der Leyen, hein, qui a été exfiltrée en urgence de son ministère allemand de la Défense parce qu'elle avait livré au lobby. Quand on voit l'histoire Pfizer, je ne parle pas du point de vue médical, mais simplement du point de vue business, c'est quand même incroyable que des prétendues démocraties laissent faire ce genre de truc. Dans l'opacité la plus totale, et en fait, on voit que le pouvoir, petit à petit, s'est déplacé des élus, qu'ils soient nationaux ou européens, vers une espèce de technostructure fascisante, j'utilise le mot, toute puissante, qui n'est élue forcément par personne, qui n'a aucune légitimité électorale ou populaire, et qui décide d'être un laboratoire géant, ou par exemple, dans le conflit russo-ukrainien, de distribuer des armes partout en Ukraine, sans qu'il y ait le moindre débat au Parlement. On sait tous maintenant que les principaux médias français appartiennent aux grandes fortunes. Si l'on est normalement constitué, on s'en inquiète, d'autant que les relations de Arnaud, Niel, Drahi, Bolloré et compagnie avec le pouvoir en place sont pour le moins obscures. Certains ont leur rond de serviette à l'Élysée, d'autres ont pour objectif de placer l'un de leurs poulains au sommet lors de la grande bouffonnerie de 2027. Quand on a dit ça, on a tout dit, et pourtant, ça choque pas tout le monde. Peut-être parce que c'est pas tangible, c'est pas réel pour nous, c'est pas concret, parce que c'est loin de notre quotidien, qu'on a trop à faire ou qu'on a trop à perdre. Didier Maisto évolue dans ce monde depuis longtemps. Il connaît bien les médias et leur fonctionnement. Non mais moi, en plus, il y a un truc que j'ai jamais compris. Moi, je suis... ce qui m'a plu dans le journalisme et ce qui me plaisait dans la politique, je vais parler aussi au passé pour les deux, c'est justement la recherche des faits. Moi, je n'ai jamais de théorie a priori. Après, j'ai un cerveau, un avis, un niveau d'information, et donc si l'information change, je change d'avis. Et si mon cerveau ne change jamais, c'est que mon cerveau est cassé ou que je suis malhonnête. Et donc, finalement, les gens qui accusent les autres de complotisme, ce sont eux les véritables comploteurs ou complotistes, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce que dès qu'on leur avance des faits, qu'on les passe au tamis du rationnel, de l'analyse, ils nous disent non mais ça c'est complotiste, mais au nom de quoi? Moi ce que je dis là sur Ursula von der Leyen, tout le monde peut le préciser, peut le vérifier. Le fait que j'avais soulevé l'affaire, j'ai vu que Michel Rivasi avait emboîté le pas, c'est la seule députée européenne, avec un petit groupe, avec des Allemands d'ailleurs, avait essayé de faire quelque chose. Le mari d'Ursula von der Leyen, le baron von der Leyen, grosse fortune allemande, noblesse allemande, il est de fait dirigeant d'une grosse multinationale américaine, Orgenesis, comme tu sais, qui est dans la thérapie génique, etc., l'ARN, messager, compagnie. Bon, il a créé des filiales en Europe en utilisant les fonds de relance européens, c'est-à-dire il prend le pognon de tous les citoyens européens. Cet argent a été mis à disposition, ces fonds ont été votés pour après, pendant le Covid, justement, faire maintenir les économies, la tête hors de l'eau, etc. Il a pris les fonds, il a dissous les filiales, il a disparu. C'est un vrai scandale. Et quand on voit en plus son domaine d'activité, il y a un conflit d'intérêts permanent et patent. Leurs fils, bon, ils ont le droit d'avoir, ils ont plusieurs enfants. Hein. L'un d'entre eux était dirigeant de McKinsey. Bon, alors après on me dit non, mais c'est des coïncidences. Ah bah oui, c'est des coïncidences. Voilà, moi je suis
je vends des armes et je suis ministre de la Défense. C'est une coïncidence. Qu'est-ce que je te dis? Donc, à un moment, pour ne pas être dans ce débat, justement, de complotistes versus non-complotistes, il suffit d'avoir des règles claires. Quand il y a un conflit d'intérêts, on ne peut pas exercer une mission. Quand on est, par exemple, moi, dans les médias, je me suis toujours battu contre ça, qu'il y ait des gens riches dans les médias, à la limite, vu ce que sont devenus les médias aujourd'hui, ça coûte cher, bon, ça peut être choquant, mais pourquoi pas. Ce qui me choque plus, c'est qu'ils soient en affaire avec l'État. Quand on regarde toute la presse française, que ce soit la télé, la radio ou la presse écrite, bon, et l'Internet, qu'est-ce qu'ils font tous? Ils sont dans la téléphonie. Ça, c'est Niel et Drahi. Avec Drahi, je m'étais opposé à la fusion et au rachat de Next Radio TV au CSA. Ça fait 10 ans que je suis au tribunal pour ces magouilles de télé. J'avais dit ça va finir dans la faillite. Il suffisait de regarder les bilans, hein, les 50 milliards de dettes. Bon, ils lui ont tout donné. Toutes les radios, toutes les télés. Niel, c'est pareil. Arnaud, Pinault, Bouygues, et à travers Bolloré, et à travers tous ces prismes, on peut comprendre ensuite, à la limite, qu'ils fassent des affaires, on se dit, c'est pas très honnête, parce que c'est du conflit d'intérêts. Ils se servent des médias comme un cheval de Troie pour faire leurs affaires et s'enrichir. Bon, déjà, c'est choquant. Mais ensuite, on retrouve ça dans les lignes éditoriales. Je prends un exemple. LCI, que tout le monde a rebaptisé LCU, la chaîne Ukraine. Moi, je m'y suis branché. Je le voyais sur les réseaux, mais j'ai voulu regarder un petit peu au mois de juillet, là, mais c'est lunaire. T'as 5 mecs sur un plateau, t'as 3 vieillards Kakoshim, des ex-stars de télé, une espèce de nana liftée, teinte en blonde, qui fait de la stratégie, qui connaît rien, quoi. Et ils commandent des images livrées par l'armée ukrainienne, sans qu'on sache exactement quand elles ont été filmées, ce que ça... C'est lunaire, bon. Et donc, quand on apprend, quand on fouille un peu, quand on creuse et qu'on voit que les enjeux derrière pour Bouygues, c'est la reconstruction de Kiev, de l'Ukraine, et notamment de Kiev, qui va être une ville pilote en termes d'infrastructure, de téléphonie, voilà. Parce que les gens disent, pourquoi LCI, tout à coup, devient... Voilà la raison. Pourquoi aussi... certains s'étonnent du traitement des affaires étrangères et des questions de défense dans le Figaro. Qui est actionnaire du Figaro? Voilà. Donc, on ne peut pas être à la fois juge et partie, et moi, je serais favorable, pas légiférer sur tout, mais quelques principes simples. Quand on est en affaire avec l'État, on ne devrait pas pouvoir exercer une influence intellectuelle, spirituelle, sociétale et comportementale sur une population. Ça va pas. C'est plus de l'information, c'est de la communication. De la com, de la propagande, quoi. Bon, constat déplorable, mais qu'est-ce qu'on fait? À part être révolté, à part le dire gentiment dans des podcasts et sur YouTube. Je reviens souvent à Étienne Chouard et à ce qu'il nous avait dit lors de l'interview qu'on a faite avec lui, c'est-à-dire que le pouvoir n'a jamais eu autant les moyens de s'autonomiser et que ça va être compliqué de réagir pour le peuple, pour nous. Alors qu'est-ce qu'on fait du point de vue politique? Qu'est-ce qui est possible? Aujourd'hui, ça va être très compliqué. D'abord, Étienne, il a été très éveillé sur le sujet. Il faut écrire nous-mêmes la Constitution. Parce que si on ne se saisit pas de notre destinée, la politique s'occupe de nous. Maintenant, cette étape, elle est un peu tard. C'est trop tard pour moi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu parlais de technique. Il y a un outil qui est présenté toujours comme ludique, pratique, qui va nous faire gagner du temps, sympathique, la modernité, etc. C'est la numérisation. Donc, la numérisation, qu'est-ce que c'est? Ce qui nous avait vendu, on s'en souvient, à la fin des années 80, justement, je parlais cette période de transition, et début des années 90, comme un immense progrès planétaire. Les autoroutes de l'information, le village global, la mondialisation heureuse. Oh, on va pouvoir parler avec un Chinois et un Australien
on va s'arrêter de travailler, les Chinois vont travailler pour vous, pour nous, et puis on va en plus les convertir à la démocratie, ils vont plus couper les têtes, ni fusiller les gens. Enfin, des trucs grotesques. Et les gens ont quand même à une courte tête. Hein. Si Séguin avait été un peu plus dur, mais comme Mitterrand était malade, je pense qu'il aurait pu enfoncer le clou. Il était peut-être un peu trop courtois et trop poli, quoi. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Mais on s'est embarqué dans un truc. Le problème, c'est que, bien sûr, si on est un peu humaniste, j'aime pas trop le mot parce qu'il est galvaudé, mais voilà, si on se bat pour le bien commun, on a envie que la Terre ne soit qu'un immense jardin où tout le monde se tienne la main, etc. Sauf que ces ensembles immenses, globalisants, broient les petits parce que notre responsabilité est diluée et puis on est de plus en plus éloigné des centres de décision. Aujourd'hui, qui décide quoi, en fait? Quand on regarde, ça me permet d'envoyer sur les partis politiques, quand on regarde le droit, aujourd'hui, il est à 85% issu des règlements européens et des directives européennes. C'est quoi les marges de manœuvre? Elles sont infimes. Donc, on peut plus parler parce que on est censuré. On n'a plus de moyens d'action sur les pouvoirs publics. C'est-à-dire, avant, on avait des personnes physiques avec des bureaux et des gens investis. Mais moi, j'ai eu une question, là, justement, pour la déclaration. Maintenant, quand t'as une maison, un appart, il faut le déclarer et tout. Je savais pas. Et en fait, comme je vais pas rentrer dans les détails, je l'avais pas fait parce que j'étais en SCI et que automatiquement, ça se fait pas. Il m'a envoyé une lettre, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais je suis tombé sur un type hyper sympa, quoi. Il a passé 1h30 avec moi, mais j'ai attendu 4 heures d'abord. Hein. J'ai fait ma cuisine, j'ai pris ma douche. Bon, à la fin, quelqu'un m'a répondu. Mais le mec, il faisait gaffe parce que toutes les discussions sont enregistrées, les appels téléphoniques, mais ils sont les premiers à le déplorer. Donc, c'est-à-dire, on a une fonction publique, dans toutes les fonctions publiques territoriales ou la fonction publique normale, entre guillemets, ou hospitalière, des gens c'est pas qu'il n'y a pas assez de gens, il y a beaucoup de monde. C'est qu'ils sont dévolus à des tâches où eux-mêmes ne voient plus, ce sont des métiers à vocation, souvent ne voient plus pourquoi ils travaillent, n'ont plus de sens à ce qu'ils font. Ça, c'est pour eux. Et de l'autre côté, le citoyen n'a plus de prise. Aujourd'hui, tu veux réclamer pour tes impôts, pour ta sécurité sociale, quoi. Tout est numérisé. C'est très, très difficile d'avoir quelqu'un en face de toi avec qui tu vas avoir un rendez-vous physique ou même ne serait-ce qu'au téléphone qui va pouvoir échanger avec toi. Donc ça, c'est l'outil suprême parce que c'est indolore, c'est incolore. Tu vas pas t'énerver sur une machine. Et si tu t'énerves sur une machine, ça nous arrive à tous, t'as l'air con parce que tu vas racheter ton iPhone, tu vois, ou ton téléphone, ou je sais pas quoi. Donc en fait, ça m'avait frappé. Pendant le Covid, il y avait ça a tourné en boucle, c'était en Chine. C'était une Chinoise qui... parce que là-bas, tout est automatisé, on parle à des machines à l'entrée des hôpitaux. Et la Chinoise, elle a pété un câble, elle mettait des coups de pied sur la machine. Elle est devenue folle. Et je pense que ça, c'est vraiment... C'est très peu abordé par les partis politiques. C'est perçu comme un progrès. Mais en fait, on va se rendre compte le jour où tout le monde se réveillera et qu'on n'aura plus de lien humain. Et quand tout le monde devra parler à des machines, là, ça sera trop tard. Moi, j'ai envie de dire, il est sûrement déjà trop tard. Nous avons déjà choisi la voie du transhumanisme, qui n'est pas une lubie pour boomers effrayés par la finitude, ni une fable de science-fiction. Le transhumanisme est une idéologie, c'est une vision qui se met en place politiquement. Le transhumanisme est notre avenir, ou en tout cas l'avenir de certains d'entre nous, je dirais un bon 70%. Nous aurons dans quelques années un choix à faire entre devenir un humain augmenté ou faire le choix de l'humanité. Moi, je suis pas contre le transhumanisme. J'ai beaucoup discuté, vous aurez l'occasion de l'entendre dans les prochains épisodes, avec Marc Roux et Frédéric Balmont, qui sont des transhumanistes convaincus, militants même, puisqu'ils font partie de l'Association française des transhumanistes,
pour eux, le transhumanisme est la seule option viable pour l'être humain. Alors moi, je suis pas d'accord, mais je ne considère pas que la technologie est mauvaise ou que la voie transhumaniste est mauvaise. C'est juste bien trop tôt. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes même pas conscients de qui nous sommes. Nous ne nous connaissons pas. Nous en sommes encore à penser que le cerveau produit la conscience. Nous ne sommes pas connectés avec notre environnement. Nous pensons comme des êtres séparés de la nature sans avoir compris que nous ne percevions qu'une infime partie de la réalité, qu'une infinité de réalités existent autour de nous. Il y aurait déjà beaucoup à vivre, à découvrir en explorant la conscience. Il y a des easter eggs cachés dans le métaverse qu'est notre réalité. Partout, il y en a, on les appelle antéogènes ou psychédéliques. Ils ouvrent les portes de la perception et peuvent faire de nous des super humains, bien plus sûrement que la technologie. Après, quand on aura compris qu'on est connectés les uns aux autres, quand on sera debout, bien ancrés, les pieds sur terre, en contact, bah voilà, peut-être qu'on pourra se dire, allez, ok, allons jouer aux transhumanistes. Amusons-nous avec la technologie, allons conquérir d'autres mondes, voir ce qu'on peut faire avec la matière, ça peut être drôle. Mais pour l'heure, nous sommes des adolescents prépubères, trop sûrs de nous, on va se péter la gueule, et on va vite retourner chez notre mère, la Terre, pipi, les dents, au lit, et demain on commence le boulot du début sereinement, on apprend à se connaître, et puis après on voit. Ok ? C'est-à-dire l'homme réinventé. Tout ça, c'est tout à fait typique de Laurent Alexandre, quoi, de ce genre de, j'ose pas dire de pensée, mais d'ersatz, de pensée, d'éructation, de folie, qui n'est autre chose pour moi que la recherche de l'immortalité, en fait. Et quand on voit tous les oligarques, les gens très très riches, ils ont tous à peu près le même parcours. C'est-à-dire, ils achètent une maison, puis 10, puis un yacht, puis comme celui du voisin est plus long, ils le font rallonger. Quand ils ont 2 yachts qui font 100 mètres, 10 maisons, une équipe de foot, parce que c'est à la mode, une équipe de rugby, qu'ils ont planté une oliverie parce qu'ils aiment bien faire leur huile d'olive, qui se targuent de faire du vin parce qu'ils ont le palais. Tu vois. Alors moi, j'ai une sensibilité pour le vin. C'est toujours le même truc. Qu'est-ce qu'ils font après ? Soit tu as Bill Gates, des gens comme Bill Gates qui prétendument veulent sauver l'humanité par la vaccination générale et son implication dans les politiques de l'OMS. Soit tu as des gens qui s'envoient en l'air. Et tout ça, ce n'est que la recherche de l'immortalité. Et le fait quand je dis l'homme réinventé, c'est de mettre en place à la fois des process qui vont remplacer des organes. Ça, c'est très avancé. Ça peut être très bien quand on a un accident, etc. Mais sauf que le but, quand on creuse un petit peu, il n'est pas là, quoi. Et comme disait Harry, c'est un peu repris par Alexandre, c'est-à-dire les super-héros, l'homme, le surhomme et l'inutile. Et moi, j'ai eu beaucoup de débats avec Alexandre. Il me dit non, on m'a manipulé, etc. Je dis non, on n'a rien manipulé du tout. Tu penses qu'il y a une partie des gens qui sont 80% de l'humanité qui est inutile, et tu es dans une sorte d'élitisme. D'élitisme, il y a des gens qui ont le droit de vivre parce que ils ont compris et ils sont productifs, etc. Et d'autres qui sont que des sous-citoyens. De toute façon, il y a un problème. Ces gens-là, en général, abordent l'autre versant, c'est-à-dire la démographie. Il y a un problème démographique. Donc, c'est struggle for life, que le meilleur gagne. Et puis, soyez dans le bon camp. C'est ça qu'ils nous disent, en fait, de façon décomplexée. Oui, on est d'accord. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui percute avec cette réalité qui est en train d'advenir. On n'a pas le temps, je sais, les gens pensent déjà à se nourrir, à nourrir leurs enfants, à s'habiller, et puis après, peut-être à se divertir aussi, à regarder la télé. Et puis à la télé, quand même, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir. Alors il faut faire l'effort de lire, de se renseigner. Voilà, bon, c'est pas facile, on sait tout ça, mais je ne sais pas si ça suffit à expliquer pourquoi si peu de gens ont compris la voie que nous sommes en train de prendre. C'est étonnant. Alors, on peut trouver des explications, mais je pense que
le piège, c'est le côté ludique. Et le côté hypnotique d'un iPhone. Et j'ai regardé, c'était sur Netflix, je crois, un documentaire sur toutes les personnes qui ont créé Facebook, qui ont créé Twitter, etc. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, les concepteurs de l'intelligence artificielle, qui c'est un peu les apprentis sorciers, quoi, de Walt Disney, c'est-à-dire avec les balais qui marchent, quoi. En fait, c'est la première fois qu'on est dans le méta. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'humanité, elle a toujours évolué. Il y a eu plusieurs ères, l'ère industrielle, bon, etc. On est passé de l'agriculture à une ère industrielle. Après, il y a eu l'ère de la technologie. Mais on était encore dans le réel, dans une réalité tangible. Aujourd'hui, on est dans le méta, dans le virtuel. Et là, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que ça prend une telle importance, avec un côté hyper ludique. J'écoutais un podcast, justement, c'était sur France Culture, sur les oiseaux. C'était génial. Et le mec étudiait les oiseaux. Et il y a toutes, selon les espèces, des oiseaux, notamment des merles, qui ont intégré dans leur chant, dans leur manière de communiquer, des accents, des régionalismes, mais aussi les sonneries des téléphones, des iPhones, etc., avec des suites de sons dans leur chant. Enfin, quelque part, si j'en parle, c'est que ce côté hypnotique, ce côté numérique froid, répétitif, mais aussi ludique, Twitter, c'est le piège. On dit, je fais 3 tweets, puis finalement, on peut passer 5 heures sur Twitter, parce qu'on est, toujours plus. Notre cerveau est habitué et formaté à toujours répondre à des demandes incessantes. Et ce côté ludique, ce côté prenant, nous envahit et je pense, obère notre capacité à réfléchir, parce que se sortir des réseaux sociaux, se sortir du numérique dans nos vies, en général, moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis 2 ou 3 ans. J'y arrive petit à petit, mais c'est compliqué, en fait. C'est compliqué parce que, alors, je parle même pas des réseaux sociaux, simplement de réduire les sources d'emmerde dans nos vies par rapport au numérique. C'est pas évident. C'est pas évident pour la médecine, pour trouver un médecin. C'est pas évident si tu passes pas par des plateformes. Tu peux pas aller chez un médecin comme ça. Il y a plus de secrétaire. Le mec, il te reçoit pas parce qu'il est full, qu'il bosse 3 jours par semaine quand c'est la mode, parce qu'après, il est tué par les impôts, donc il veut prendre personne. Il veut pas être médecin référent. Et si t'es pas... là, j'ai signé un truc pour la SACEM. J'ai un copain, autre exemple. Il me dit, non, mais je signe on le fait ensemble, etc. Et je dis, bon, si tu veux... Donc, il dépose les morceaux, il me dit, tu recevras un truc, t'as qu'à signer. J'ai reçu ce matin. Il faut remplir des papiers, faire le truc PNG d'une carte d'identité valide, etc. Moi, j'ai écrit une chanson que j'ai pas envie de passer de 3 heures, mais tout est comme ça. Et cette vie-là, en fait, nous détourne de l'essentiel, nous rend un peu... pas des robots, mais des gens devant répondre à des injonctions et à des tâches répétitives, nous empêche de nous regrouper, nous empêche de réfléchir à quelque chose de plus vaste, nous individualise, ça c'est l'ubérisation aussi, c'est le fait, t'es chez toi, tu vas plus au resto, tu prends ton iPhone, tac, 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 c'est Uber Eats, et puis, moi je le fais pas, mais il y a beaucoup de potes qui le font, et voilà, à Paris c'est comme ça, dans les grandes villes c'est comme ça. Bon, on va essayer de garder un peu de nuance parce que c'est important et c'est ce qu'on essaye de promouvoir chez Calreco. En quelque sorte, la voie du milieu. Essayer de ne pas être ni trop négatif, ni trop enjoué. On se dit quand même que la technologie et tout ce qui se passe en ce moment dans notre monde, ça a évidemment des répercussions positives.
On a une multitude de médias qui se forment sur Internet. On peut écouter des discours, pour l'instant, on peut encore écouter des discours alternatifs. Il y a de jolies choses qui se passent aussi. Alors c'est vrai, ça c'est le deuxième. Soyons un peu aussi positifs. Bon, ça j'ai insisté sur le mauvais côté, mais le bon côté des choses, c'est que moi je crois plus du tout, par rapport à ce qu'on disait aux partis politiques, etc., au grand soir, à la révolution massive, etc. Je pense qu'il y aura deux mondes. Enfin, c'est-à-dire un monde mainstream et une multitude d'autres mondes. Un monde mainstream avec ses propres lois. C'est-à-dire ces politiciens, de droite comme de gauche, dans une espèce de grand cirque. Ils auront leurs médias, ils ont leurs jeux, les JO, etc. Donc c'est du pain, des jeux, c'est les jeux du cirque. Hein. C'est du pain et des jeux des Romains, quoi. Et donc ce monde-là, bah, il a ses propres lois, il s'organise, il se fait plaisir, il a ses sportifs, il a Coca-Cola, et tout le monde s'agite dans ce monde-là. Et puis à côté de ça, je pense que il n'y a pas un monde alternatif capable de renverser le pouvoir. Peut-être le dernier grand mouvement, c'était les Gilets jaunes, mais encore, il n'y avait pas énormément de monde non plus, ça suffisait pas. Hein. Même si ça faisait beaucoup de monde, c'était pas assez. Je pense qu'il y aura des petites tribus, et là aussi, c'est là où je rejoins Maffezoli. On a beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi au sujet, mais il y a très longtemps, pour d'autres raisons. Mais il y aura des tribus qui vont se composer leur propre identité, leur propre centre d'intérêt, du troc, une agriculture raisonnée, des circuits courts, réduire leurs besoins, avoir des vies plus simples, repartir à la campagne en province. Moi, j'ai vu ça pendant le Covid et après. J'ai moi-même fait le pas et j'ai vu beaucoup de gens qui sont restés quand même. Oui, Michel Maffezoli, on l'évoque assez souvent, les rois clandestins, évidemment, avec cette idée que des valeurs souterraines vont émerger à l'avenir et que de petites tribus vont pouvoir se constituer et construire autre chose. Bon, pourquoi pas, et je trouve ça assez intéressant. Après, est-ce que le pouvoir laissera faire ? Est-ce qu'ils ne vont pas vouloir tout ramener dans le giron du capitalisme ? Le pouvoir va tout faire pour que ça s'arrête. Après, comme je dis souvent aux gens qui me suivent sur Twitter, etc., on a le devoir d'être intelligent. C'est-à-dire de respecter... C'est bête. Le problème de ces trucs-là, c'est que c'est bête. Un algorithme, c'est bête. Et jamais tu pourras rivaliser avec la subtilité d'un cerveau humain. Donc plutôt que, je prends un exemple, de citer Schwab à toutes les sauces, Great Reset, les gens me disent, moi je suis par exemple souverainiste, ils me disent, pourquoi tu mets pas Frexit ? Mais pourquoi je mets pas Frexit ? Parce que, 1, j'ai pas envie de faire peur, 2, d'être catégorisé, 3, d'être banni des réseaux, etc., etc. Donc j'essaie de développer une pensée plus longue, plus fouillée, en moins de mots, parce qu'un hashtag, bon, bah, c'est simple. Hein. Une fois que tu as écrit Great Reset, il va se passer quoi ? Rien. Donc je pense que la tentation, ce pouvoir, il est quand même très autoritaire. On l'a vu dans la répression des mouvements sociaux et écologiques avec Sainte-Soline, etc. Mais il est aussi autoritaire dans la conduite des débats et dans le fait d'étouffer la démocratie. On l'a vu avec la pantomime du grand débat après les Gilets jaunes. On voit ce qu'il a fait encore à Saint-Denis, c'est toujours à côté. Et ben nous aussi faisons, je pense que la solution est de faire ce pas de côté, ne pas vouloir abandonner l'idée de renverser, d'être dans le grand soir, de lutter frontalement. C'est un peu la stratégie du projet latéral, quoi. Soyons un peu, latéralisons notre action.
Ok, passons à un tout autre sujet. Ça, c'est de la transition. Didier Maisto évolue depuis longtemps dans le champ politique et médiatique. Il nous l'a dit, Séguin, Chirac, puis plus récemment LFI. On a la sensation, notamment en lisant ses tweets, qu'il en a fait peut-être un peu le tour. La gauche, la droite. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Oui, alors, moi, j'ai jamais été de droite, en fait. Disons que Séguin, c'était peut-être le dernier homme politique français d'État, un homme d'État, au-dessus des partis, dans la pure tradition gaulliste. C'est-à-dire, De Gaulle, au sortir de la guerre, a fait une union sacrée qui allait du Parti communiste français à l'extrême droite même. Hein. Et donc, il n'y avait pas eu de purge, etc. Il y avait différentes sensibilités et bah, par son passé, sa stature, la résistance, son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi son pragmatisme, son intelligence et sa pensée tout court. Il a réussi, je pense, à rassembler le peuple. Bon. Moi, je retrouvais ça chez Séguin. Et je me suis pas trop posé la question, en réalité, s'il était de droite ou de gauche. Quand j'ai rejoint, je trouvais son discours cohérent, profond. Ça a remué plein de choses en moi. En plus, il était mêmes origines que mes parents, la Tunisie, etc. Bon. Donc voilà, c'était cette espèce de figure méditerranéenne, un peu plus gros bonhomme, là, rassurant, qui pensait une France apaisée dans un monde qui allait de fait devenir de plus en plus mercantile. C'est ça qui m'a plu. J'ai retrouvé ça un peu chez Mélenchon, parce que Mélenchon, il a de vraies qualités culturelles, philosophiques. Ouais, c'est un type cultivé, il est profond sur les sujets. Et la campagne, moi, ils étaient venus me chercher pour faire partie du Parlement de l'Union populaire. C'est-à-dire un peu l'aiguillon, le fer de lance de gens de la société civile qui s'étaient distingués par leur action dans le domaine social, des droits ou écologique. Donc voilà, c'était un peu je dis, bon, pourquoi pas, ok. Donc j'ai fait sa campagne, qui était une très belle campagne présidentielle. Je pense que son projet était le plus complet parce qu'il était global. Par rapport à tous les autres projets qui étaient souvent des catalogues de mesures, lui, il avait une vision globale des choses et ce projet était vraiment bien fait. Après, les hommes sont les hommes et évidemment, la vie interne des partis politiques et de la tambouille balaye tout ça, quoi. Bon, donc, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais de ce point de vue, moi, j'ai pas été déçu. Après, je dirais que le problème de tous ces gens aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais de Saint-Denis, au-delà du côté insignifiant et anecdotique, c'est que ils sont d'accord sur tout, partis politiques. Qu'est-ce qui structure aujourd'hui ou qui déstructure la vie en commun? C'est d'abord l'Europe, l'Union européenne et la Commission européenne. Ils sont personne n'a remis en cause l'Europe. Bayrou a dit ils sont d'accord sur l'Europe. Mais rien que ça, il y a un problème. C'est pas normal que contre cette Europe qui nous détruit, il n'y ait que Asselineau, Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan. Ah, la gauche aurait des choses à dire de ce point de vue, puisque c'est finalement cette communauté européenne, cette commission européenne surtout qui est à la manœuvre, c'est tout ce qu'elle dit détester. Eh ben non. Il m'avait semblé à moi qu'à une époque, Mélenchon était pas si loin de vouloir remettre en question l'Europe. Me trompe-je? Alors, il a beaucoup varié sur le sujet. Alors, moi, je l'ai beaucoup défendu, donc bon, maintenant il n'y a plus de campagne, mais disons qu'il a voté oui à Maastricht. Après, il a fait un peu machine arrière. Et pendant la campagne présidentielle, la dernière, ils étaient... Bon, moi, j'ai essayé en vain de les pousser à aller plus loin en termes de programme. Je leur ai dit, il faut sortir de l'Europe. Le premier qui dit ça dans un grand parti, il a tout gagné. Parce que les gens, aujourd'hui, je pense que si on fait un référendum, c'est 70% pour le non à l'Europe. Et puis 55%. Ah non, on peut pas dire ça, etc. Donc, ils ont défendu l'idée que on pouvait remettre en cause certaines des décisions de l'Union européenne. Ce qui ne veut strictement rien dire. Je veux dire, à un moment, tu as
un traité, tu as signé des traités qui te lient de façon indéfectible, sauf à sortir du traité en question, à l'Union européenne. Donc ça n'a aucun sens tout ça. Et donc moi j'ai déploré qu'il n'aille pas plus loin. Ouais, voilà. Après, bon, il y a ce premier truc, et puis il y a le fait que, un peu comme les journalistes, tu vois, ils veuillent tous répondre à une espèce de politiquement correct qui serait comme ça dans l'air. C'est-à-dire, on peut pas être... Il faut être pour l'Europe. Donc, ça fait des alliances avec les sociodémocrates que j'ai toujours combattus, qui sont les socialistes, qui sont des mecs de droite, qui osent pas dire qu'ils sont des mecs de droite. Et moi, ça me dérange pas que les mecs soient de droite. Mais les socialistes, ça me dérange. Bon, les mêmes socialistes qui se sont prosternés comme des gourous, comme devant Macron, comme le reconnaissant comme un gourou, hein, comme des fanatiques à 90%, et aujourd'hui qui se prosternent devant Darmanin, qui sera probablement, ou peut-être, on verra, candidat à la présidentielle, et il loue sa fibre sociale. J'ai lu ça dans Mediapart il y a 2 jours. Mais tu vois, moi, on en est. Donc, bon, je pense que là, les partis politiques font partie du monde mainstream, au même titre que les médias. Donc, il faut pas trop les combattre, il faut les regarder pour ce qu'ils sont. Parfois, ils disent des choses justes, mais il faut rien en attendre. Ils vont pas changer notre vie, comme les médias ne vont pas nous informer. Il faut regarder ça comme des objets fixes identifiés, voilà, des OFI. Voilà, tu vas créer un néologisme, objets fixes identifiés. Tu sais ce qu'ils pensent. Moi, de temps en temps, je lis Le Monde pour voir s'ils pensent toujours la même chose. Et je suis pas déçu, quoi. Ouais, allez, on lâche l'affaire, on s'en branle des partis, on s'en branle des médias. On va vivre l'instant présent, voilà, entre nous, gens de bonne composition, en bonne intelligence, on s'organise, et puis voilà, on essaye, d'accord ? C'est ça. Il faut s'organiser. Il y a encore en fait, il faudrait... ça commence à se faire, hein, quand même. Hein. Moi, je vois, j'ai des copains qui vivent en totale autarcie. Hein. Je vis dans le Perche. Ils sont tous un métier. T'as un plombier, t'as le mec qui est agriculteur. Ils achètent des terrains en commun. Ils sont autosuffisants d'un point de vue de la bouffe. Ils ont plus beaucoup de besoin d'argent. Bon, ils ont mon âge, donc les enfants sont plutôt grands, élevés, etc., autonomes. Ça gagne du terrain, ça. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de citoyens sont même plus déçus par la classe politique ou par les médias. C'est pour ça qu'on a du mal. Je réfléchis à haute voix, mais c'est pour ça qu'on a du mal à les mobiliser, en fait. Parce qu'ils pensent que peut-être nous, on y met une charge émotionnelle trop forte et trop grande. Eux, ils disent, bah, c'est de la merde, en fait. Je les vois faire, etc. Combien de gens dans nos entourages te disent, bah, non, mais moi, je me branche sur BFM, c'est juste pour avoir les titres. Je m'en fous de ce qu'ils racontent. Donc, je sais ou France Info, toutes les 10 minutes, j'ai les titres. Après, je suis conscient qu'il y a des infos qui sont hiérarchisées, d'autres complètement tues. Mais au moins, j'ai un peu voilà, le relevé d'informations. Et après, quand je veux creuser, je vais sur Internet, je fais mon marché, je parle avec des gens. Et je pense que mais c'est très compliqué à vendre, entre guillemets, ça. Parce que c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à incarner, de fait, parce que c'est multiforme et comme les catégories et les étiquettes qu'on te met sur le front, elles sont très simples, hein. Complotiste, pas complotiste, de gauche, pas de gauche, de droite. Et finalement, même moi, quand je partage de la musique, les mecs ils me disent, mais c'est de la musique de droite ou de gauche? Non, c'est de la musique, quoi. Tu vois. Oui, le clivage gauche-droite, je ne sais pas s'il veut dire grand-chose encore maintenant. Alors bien sûr, il y a des grandes tendances, il y a des visions différentes, une vision plutôt humaniste d'un côté, et puis une vision plutôt tendance « Ops, l'homme est un loup pour l'homme » de l'autre. Ça, c'est certain, et moi, je l'exprime souvent dans ce podcast, je penche évidemment du côté gauche, parce que j'aime ces valeurs, je les trouve vraiment belles. Mais j'ai déjà dit, j'ai vraiment été choqué
par la façon dont la gauche a appréhendé la crise sanitaire et notamment le pass sanitaire. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment violenté et j'ai été extrêmement déçu par l'approche des gens de gauche et d'extrême gauche sur ce sujet. Non, mais moi, tu vois, il y a des gens qui m'ont reproché, puisque j'ai filmé beaucoup de manifs de Philippot. Je m'y suis rendu, etc. Je n'ai jamais filmé un discours politique dans ces manifs. Ni de Philippot, ni des gens qui participaient à la tribune, etc. J'ai donné la parole aux gens qui manifestaient, qui défilaient, qui étaient plusieurs milliers. Beaucoup de gens. J'ai dit, les gens qui me disaient de gauche, parce que moi je suis plutôt de gauche aussi, hein, ils me disaient, mais pourquoi tu vas? Je dis, mais la gauche, pourquoi elle n'organise rien? Pourquoi il n'y a pas un mec de gauche qui organise une grande manif? Il suffit d'aller en préfecture, faites-le. Mais je pense que non. Je pense qu'ils sont quand même très, très soumis. Très, très soumis. Et ça, je ne me l'explique. Alors, est-ce que c'est une foi absolue venant du matérialisme dans le progrès, la science, la technique, etc. Mais oui, mais le monde a changé. Prenons l'exemple du vaccin. Moi, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis même pas médecin, ni scientifique. Alors, au début, on ne sait pas. Quand on te dit le vaccin, ok, tu te rends compte assez vite que le vaccin ne te protège pas toi-même, tu peux transmettre la maladie. Que l'immunité, elle dure, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, mettons, que tu as plein de complications et d'effets secondaires dont on commence à découvrir les myocardites et puis des inflammations, etc., qui sont pas si infinitésimaux qu'on voulait bien nous le dire. Hein. Il y a une explosion des cas. Mais surtout, on se rend compte que 3 à 4 doses, c'est pareil. Donc, c'est pas un vaccin. Juste de dire ça, peut-être qu'il fallait pas enfermer toute une population, surtout que quand on lisait les rapports de Santé publique France, ils te disaient que par la promiscuité et l'enfermement, ça allait favoriser le virus. Et, non, le virus est intelligent, c'est-à-dire il n'allait pas franchir la fenêtre, là, tu vois. Parce qu'on lui dit, ah non, mais tu restes dehors. Ah, oui, d'accord, je reste dehors. Pendant ce temps, tu avais 100 000 mecs qui marchaient à Carrefour, mais qui suivaient bêtement et docilement une ligne par terre, une flèche, dans un sens et dans l'autre, et ils pensaient être protégés. Pendant ce temps, ils ont fermé tous les marchés à ciel ouvert, etc. Mais on a marché sur la tête, quoi. Et ça, alors, je pense qu'il y a ce côté croyance, j'utilise à dessein le mot croyance dans la science, ce qui est un comble, et puis la peur, qui a été très bien maniée par le croque-mort, la Salomon qui venait avec sa mine, encore des morts, etc. Tu manies les peurs, c'est terrible. Donc les gens, on savait pas, hein, quand même, on s'est retrouvés, des mecs qui nous faisaient laver des paquets de pâtes. Ils disaient, vous allez acheter vos pâtes, vous les laissez sur le palier, rappelle-toi au début, et puis vous lavez le paquet de pâtes, parce que le virus, puis après vous jetez les gants, quoi. Ouais. Il y a des gens qui ont gobé, enfin moi j'ai jamais gobé ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont gobé ça, hein. Et encore aujourd'hui. J'ai des amis de droite, peut-être même des amis d'extrême droite, à la vitesse où vont les choses. Je fais néanmoins la différence entre l'être humain et sa façon de penser, même si c'est pas toujours évident, même si ça occasionne des débats, des engueulades, et que parfois on arrive à un point où c'est difficile parce que la vision politique engage notre vision du monde, et quand on est vraiment sur des positions éloignées, on ne se voit pas partager le même univers. Donc c'est compliqué parfois, mais à mon sens, il ne faut jamais oublier l'humanité des uns et des autres, et il y a toujours des points de rencontre. Bref, je m'égare un peu, mais je voulais dire que nous sommes déterminés. J'ai toujours pensé ça. Déterminés par notre construction psychologique, par les conditions matérielles d'existence, je vous rejoins, mes amis de gauche matérialistes, par nos relations, et aussi par une infinité de mécanismes inconscients qui forment notre personnalité et qui orientent nos opinions. Nous sommes la somme de nos pensées depuis notre naissance, reliées entre elles par l'expérience. Et donc je crois que si j'avais vécu la même vie que mes amis de droite, eh bien je le serais également de droite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas prendre conscience de ces déterminismes pour faire de meilleurs choix,
etc., Spinoza, vous connaissez l'histoire. Mais quand on a dit tout ça, ce qui me désole quand même, c'est que sur des questions comme la gestion de la crise du Covid, la vaccination ou le pass sanitaire, la gauche a laissé le monopole du sujet à l'extrême droite. Et les seuls, selon moi, qui ont eu un discours juste sur cette question, eh bien, étaient à droite. Je ne comprends pas, mis à part cette question du fameux matérialisme de gauche. Mais est-ce la seule raison ? Moi, ça me désole. J'en ai fait le constat amer, mais je ne me l'explique pas vraiment. Et c'est vrai que, normalement, en plus, les libertés, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, le fait que ce soit les gens les plus modestes qui ont eu à pâtir des confinements, soit quand tu as 2-3 résidences secondaires, la piscine, etc., c'est open bar, hein. T'en as rien à foutre d'être confiné. Quand tu peux aller à la campagne, dans ta maison à Cabourg ou je ne sais où. C'est des vacances. De toute façon, t'as des enfants, voilà, qui sont suffisamment éduqués, tu peux faire du télétravail toi-même, tu peux donner des cours à distance pour les enfants, t'as l'ordinateur qui va bien, le réseau qui va bien, t'es pas confiné à 5 dans 60 mètres carrés avec le voisin qui met la musique à fond, etc., etc. Donc, ils auraient dû se mobiliser. Et ils ont choisi des sujets mineurs. L'aération dans les salles de classe. Ils ont eu des combats sur le fait de respecter le port du masque. Et les gens qui le respectaient pas, ils étaient méchants. Et c'était... Pour moi, je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas, je te dis, à part le fait que... Mais ils ont loupé plusieurs... Ils ont loupé les gilets jaunes. Ils sont rattrapés aux branches après. Ouais, j'ai beaucoup œuvré pour que la gauche comprenne ce qu'étaient les gilets jaunes. Que le fait, au début, c'était... il y a des gens d'extrême droite, etc. Qui sont... Aujourd'hui, je pense que la gauche est victime de... Elle a remplacé... Ça, c'est une autre explication possible. Le matérialisme marxiste par le sociétal triomphant. Et donc, aujourd'hui, et par l'écologie triomphante. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui ne connaissent pas le nom d'un champignon, qui ne s'intéressent pas vraiment à ça, mais ils ont mal à leur planète. Tu vois, et puis, ils sont pour absolument la défense des minorités, des couleurs de peau, etc. Mais c'est l'anti-république, quoi. Moi, j'aimais bien quand même cette idée de creuset républicain. C'est les premières phrases de notre Constitution, hein, sans distinction de race, de couleur de peau, de religion. Et aujourd'hui, tu as l'impression que la gauche, elle est dans des... Je sais pas pourquoi ils vont là-dedans. Alors, c'est un peu la Fondation Jean Jaurès qui a initié tout ce truc-là. Ce fameux sociétal. Ils ont perdu les prolos, ils ont perdu les ouvriers. Maintenant, j'ai essayé ça aussi. Il y en a qu'un, c'est Ruffin, mais t'as vu, il est sorti là, ils l'ont fait rentrer à la niche. En 2 heures, c'était fini. Je dirais, tous ces combats sociétaux, quoi. Voilà. Et quand je leur parlais, moi, aussi sur les ouvriers, ils me disaient « Ah, mais les ouvriers, c'est des fachos ». Je dis « Non, c'est pas des fachos. On peut pas faire une politique via une condamnation morale, ça marche pas. Si ça marchait, la condamnation morale, Marine Le Pen serait pas à l'orée du pouvoir. Elle serait à 1%, comme l'était son père pendant 30 ans. Vous voyez bien que ça marche pas. Vous voyez bien que le fait de faire peur, de dire facho, etc., et de mettre une espèce de cosmogonie personnelle et fantasmée à la place du monde réel, ça marche pas. Ah non, mais je sais pas pourquoi ils sont sur des combats. Ah non, c'est le comité Adama. Moi, je dis pas que ça compte pas. Enfin, c'est peut-être pas la première préoccupation des Français, quoi. Moi, je pense que la gauche à ce rythme, la gauche, elle va disparaître. Déjà, le centre de gravité de la vie politique française s'est déplacé. C'est-à-dire entre l'extrême centre, de l'extrême centre à l'extrême droite. Bon.
Mais la gauche, s'il y a le problème en plus, c'est qu'elle a abandonné, c'est une autre forme d'explication, des pans entiers à l'extrême droite. C'est-à-dire la République, l'identité française. C'est une valeur de gauche, ça. Hein. Le patriotisme, c'était d'abord une valeur de gauche. Hein. Elle a abandonné tout ça à l'extrême droite. Les flux migratoires, elle n'en parle jamais. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut en parler connement comme Éric Zemmour et de façon scandaleuse comme Éric Zemmour, que je combats avec la dernière énergie, mais on sait par exemple que on est au début des migrations parce qu'elles sont politiques, économiques, humanitaires, climatiques, démographiques. Il faut quand même réfléchir, on va être 9 milliards. On voit que la planète se dérègle et que peut-être, là c'est un peu métastable, on ne sait pas trop, parce qu'il y a la langue froide du Pacifique, on ne sait pas trop de quel côté ça va basculer. Soit ça va carrément se réchauffer, soit peut-être ça va réduire d'un tiers par rapport aux prévisions sur 2096, justement. Bon. On ne peut pas avoir simplement l'angle moral. En le disant, alors soit l'angle putassier d'Éric Zemmour, ils ont qu'à repartir chez eux, tout ça, c'est de la bêtise, comme c'est de la bêtise de dire, c'est des êtres humains, faut pas les traiter comme ça. Mais oui, on fait quoi concrètement? Et je pense que voilà, en abandonnant petit à petit tous les sujets qui structurent la vie d'un peuple, la souveraineté, l'identité, les gens, ils sont pas forcément fachos. Ils voient des migrations arriver de tous les côtés. Ils ont peur, ils reconnaissent plus leur pays, Bon, il faut peut-être expliquer ce qui est en train de se passer, trouver des solutions, plutôt que de traiter toujours les choses sous l'angle médiatique et sécuritaire, qui ne fonctionne pas. On l'a bien vu avec les migrants via l'Italie, cette polémique stupide avec l'Italie, là, justement. À un moment, les gens, de toute façon, on peut dire les passeurs, on peut dire oui, mais ça sera les plus courageux, il y en aura toujours plus. Ça va continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être la gauche devrait se positionner sur ces sujets. Vous l'avez compris, vous le savez, je ne suis pas en direct. Évidemment, je monte cet épisode a posteriori. J'ai donc fait tout le travail, là. J'ai écouté les 2 heures, un peu plus de 2 heures d'entretien avec Didier Maisto. Et du coup, j'ai décidé, comme d'habitude, de ne pas tout vous proposer d'un coup. Parce qu'un épisode de 2 heures, c'est un peu long. Je ne suis pas sûr que vous iriez tous au bout. Et donc, nous avons décidé de proposer le contenu supplémentaire, le contenu inédit de nos entretiens sur notre plateforme Patreon, où vous pouvez nous rejoindre. Je vais donc passer à la suite, à la dernière question, la question rituelle, la question du futur, la question de Calreco, la question de 2096. Comment ça se passe en 2096, Didier Maisto, sur le plan économique, politique, social, philosophique, écologique? Comment tourne le monde en 2096? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est compliqué. Hein. Bon, disons, je pense que il va y avoir un monde de plus en plus multipolaire. On est sorti de... On n'est pas encore sorti, mais on est en train de sortir de la domination américaine. Il y a une dédollarisation de l'économie mondiale qui commence, qui débute. Il y a le fait que l'extraterritorialité américaine, qu'elle soit technologique, militaire ou économique, ou en matière de souverainisme, elle est remise en cause par beaucoup de pays. Il y a les BRICS qui s'organisent quand même assez bien, je trouve, qui font pas les mêmes erreurs que nous. C'est-à-dire que chacun garde sa souveraineté, mais s'allie en fonction de ses besoins et de ses compétences. En tout cas, c'est le début. Donc ça, c'est le premier point. Après, je pense qu'effectivement, il y aura de plus en plus de tribus
de gens qui vont, face à des États qui vont être de plus en plus autoritaires, parce que avec la circulation de l'information par les réseaux, avec l'aspiration à plus de démocratie, et le fait que ça se sache à une échelle planétaire à un instant T, va conduire tous les dirigeants de tous les États à verrouiller au maximum la communication, les canaux, les libertés, etc. Tout va être normé. C'est déjà le cas, mais de plus en plus. C'est-à-dire aujourd'hui, et la France n'y échappe pas, hein. Si tu veux faire de la moto n'importe où, de la pêche, je sais pas quoi, il te faut un permis, tu peux pas pisser n'importe où, tu peux pas arrêter ton minibus ou ton van, tout est réglementé, hein. Tu peux pas mettre un cerf-volant dans la rue, tu ne peux rien faire. Quel que soit ton loisir, ton domaine d'activité, même si tu pollues pas, même si tu fais pas de bruit, il faut partir du principe que tout est interdit. Donc ça va se multiplier, je pense. Et à côté de ça, l'espoir, c'est que de par les réseaux, etc., je pense que quand même, il y a beaucoup de gens qui s'émancipent, y compris des plus jeunes, la jeune génération, la politique, tout ça, les médias, ils sont pas à la télé, un homme politique, ils l'écoutent pas, ils en ont rien à foutre. Et pourtant, ils vivent, ils vont s'organiser, ils tombent amoureux, ils sont pas plus idiots que nous, hein. Ils n'ont pas le même rapport au travail, ils sont plus dans l'équilibre, enfin en tout cas, dans la volonté de rechercher un équilibre. Donc je suis quand même assez... je suis d'un pessimisme actif, on va dire. Voilà. C'est-à-dire, je pense qu'on ne pourra plus, à cause de la technique, avoir des projets globalisants de lutte contre les différents régimes, mais que on pourra s'émanciper dans des petites cellules pour vivre notre vie à notre rythme et selon notre gré et nos humeurs. Voilà. Je pense que c'est ça qui va se passer. Moi. Après, je suis pas devin d'un point de vue. Après, il y aura des bouleversements. Hein. Alors, je sais pas. Le changement climatique, je me prononcerai pas trop parce que je lis beaucoup de choses sur le sujet. On ne sait pas à quel moment, si la nature va pas trouver des parades pour, tu vois. Je lisais toute une étude là je vais en parler brièvement sur la langue froide du Pacifique. C'est intéressant. Hein, c'est un endroit du Pacifique. Faire court, hein, qui se refroidit pendant que tout le reste se réchauffe. Et donc, c'est un phénomène un peu en chaîne avec les vents, les courants d'eau froide qui remontent vers la surface, qui créent des nuages, qui créent des précipitations, qui empêchent le soleil de pénétrer. Donc, bon, voilà. Il y a l'histoire du Gulf Stream, on ne sait pas trop de quel côté ça va pencher. Donc, moi, je pars du principe, étant rationnel de ce point de vue et sur beaucoup de points de vue, que les climatologues eux-mêmes sont d'une grande humilité, d'une grande prudence sur le sujet. Je ne vais pas faire comme tous les mecs sur Twitter en disant « Ah, ça n'existe pas, oui, ça existe, on va tous mourir. » Donc, ça, j'en sais rien. Mais ouais, je pense que c'est la fin, en basculant dans le metaverse, là, comme on dit, dans le méta, c'est-à-dire un monde qui réfléchit sur lui-même et avec la création d'un autre monde en son intérieur qui est virtuel, va faire en sorte va créer de l'émancipation au final. Voilà. Et c'est un peu comme Orwell. Finalement, il y a un monde complètement où on réécrit sans arrêt l'histoire, ou Kafka aussi, hein, un monde absurde, etc. Mais il y a quand même toujours un personnage qui est lucide, qui s'en sort, et c'est comment s'en sortir. Et je pense que l'erreur qu'on fait tous, c'est de combattre frontalement.
Ça sert à rien de dire ah, Arnaud, t'es riche. Mais on le fait tous, hein. Ah, Macron, salaud, c'est un menteur. Mais c'est compliqué à. Ne serait-ce que déjà nous l'intégrer, c'est compliqué. L'erreur, c'est de combattre frontalement. Je suis assez d'accord, Didier Maisto. Merci. Merci pour cet entretien, merci pour cette rencontre, pour ce moment. J'ai vu une vidéo récemment, comment protéger la vie dans un monde en déclin, sur la chaîne Astroscience. Une vidéo que j'ai trouvée d'une pertinence incroyable. Il y était question de cycles. Les cycles de la vie, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, les hommes forts qui engendrent des temps aisés, les temps aisés qui engendrent des hommes affaiblis, les hommes affaiblis qui engendrent des temps difficiles, qui eux-mêmes engendrent des hommes forts. Il faut accepter la période, il faut accepter le moment dans lequel nous sommes entrés en tant que civilisation, accepter que nous sommes en crise et accepter que de cette crise, forcément, nous ressortirons plus forts pour engendrer des temps aisés, plus calmes, plus sereins, et que nous progresserons dans notre façon de voir le monde, dans notre humanité. Voilà, écoutez, on arrive au bout de cet entretien. Je vous le rappelle, vous pouvez écouter le reste sur Patreon, rejoignez-nous là-bas, on sera content de vous y voir. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi nous rejoindre sur YouTube, TikTok, Insta. Ça nous aide beaucoup, les partages, les commentaires, les likes. On se retrouve donc dans le prochain épisode. Je ne sais pas si ce sera avec les plébéiens ou avec un invité nouveau, peut-être les deux d'ailleurs. On va peut-être augmenter la fréquence de post d'épisode, je ne sais pas. Bref, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.